Le dimanche 24 février 2013 a été signé à Addis Abeba, en Éthiopie, un accord qu'on a surnommé l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. C'est un accord, comme le dit le titre, pour chercher la paix et la sécurité au Congo démocratique. Les radios et télévisions locales et internationales en ont parlé. On a fait des commentaires là-dessus. J'ai eu la chance, de mon côté, de tirer des copies aussi du fameux accord. Je l'ai lu et je voudrais aussi faire quelques commentaires qui seront basés sur les expériences passées, puisque ce n'est pas le premier accord que la République démocratique du Congo signe avec les pays, donc avec les pays qui sont vraiment impliqués dans la crise en Afrique centrale, notamment dans la région des Grands Lacs. Le fameux accord d'Addis Abeba a été signé par la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la Tanzanie et la Zambie, donc 11 pays. Ils étaient assistés par le secrétaire général de l'ONU, la présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et le président de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, donc la SADC. En parcourant cet accord, j'ai eu à traîner sur quelques points. Donc, parmi les recommandations, donc, on a dit au gouvernement de la République démocratique du Congo de consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Quant à la région, c'est-à-dire les pays signataires, les pays qui entourent la République démocratique du Congo, quant à eux, je veux dire, on leur a recommandé de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Et ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime des sanctions des Nations Unies. À la communauté internationale, donc, on a recommandé un tas de choses, parmi lesquelles ce qui m'a frappé, c'est la revue stratégique de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est-à-dire la MONUSCO. Donc, il faut revoir la stratégie de cette mission-là au Congo, avec pour but de renforcer son appui
gouvernement congolais pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État, c'est-à-dire de l'État congolais. Après lecture, j'ai eu à analyser les faits selon mon entendement, tout en tenant compte, comme je l'ai dit au début, de l'expérience passée. Parce que les pays cités ici, si pas tous, nombreux d'entre eux se sont rencontrés dans le passé pour toujours signer des accords afin de faire revenir la paix au Congo démocratique. Alors l'expérience nous a dit que rien n'a été fait. C'est-à-dire la paix n'est jamais retournée au Congo. Alors la question est de savoir maintenant, avec ce fameux accord d'Addis Abeba, y aura-t-il vraiment retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier et surtout l'étendue du pays? Alors c'est ici où j'ai essayé un peu d'analyser les faits. Selon ma façon de voir les choses, je pense qu'il y a un adage africain qui dit que si vous voulez désinfecter une rivière empoisonnée, vous ne pouvez pas le faire en aval. Il faut le faire en amont. C'est-à-dire là d'où vient l'eau. Si la partie haute de la rivière est désinfectée convenablement, vous verrez que le poison va couler et l'eau sera propre. Mais quand on s'occupe à vouloir désinfecter une rivière empoisonnée, c'est-à-dire en s'occupant de l'aval, c'est-à-dire la partie basse de la rivière, c'est vraiment un passe-temps. Et maintenant, nous allons analyser si les stratégies, donc au pluriel, les stratégies qui sont proposées, ou bien qui ont toujours été proposées pour le retour de la paix au Congo, sont une désinfection en amont ou bien en aval. Avec mes analyses, on trouvera la réponse ensemble. Mais ce qui est vrai, c'est que avant qu'on puisse porter le regard vers les autres, c'est-à-dire les voisins de la République démocratique du Congo qui sont impliqués dans la déstabilisation du pays, il faut d'abord qu'on regarde ce qui s'est fait chez nous. Moi, à mon avis, j'ai vu que on n'a pas d'armée au Congo. Ou bien si l'armée est là, mais elle n'est pas équipée, elle n'est pas organisée, et il revient à l'État, c'est-à-dire au gouvernement congolais en place, de faire son devoir, c'est-à-dire de chercher les voies et moyens pour vraiment faire de l'armée congolaise une armée forte, une grande armée de dissuasion qui peut vraiment sécuriser et le territoire congolais et le peuple congolais. Chose que le gouvernement congolais n'a jamais faite. L'analyse et l'expérience du terrain nous dit que il y a trop de top, c'est-à-dire trop de mouchards, trop d'infiltrés dans l'armée congolaise. Et ils ont même réussi à s'installer sur le territoire congolais avec l'aide des autorités congolaises. Et aussi avec le laxisme de ces mêmes autorités là-bas. C'est ce qui fait que il n'y a pas cohésion des efforts qui peuvent conduire notre armée vers la réussite. C'est-à-dire quand il y a conflit, il y a guerre, vous suivez vous tous. Notre armée est engagée dans un combat et il y a toujours désordre, désorganisation et défaite en fin de compte. Et on ne cesse de dire non, tel officier a fait cela, tel officier a trahi,
On a trouvé tel autre officier en train de donner, de fournir donc les secrets de l'armée congolaise aux armées voisines. Alors, je pense qu'il revient au gouvernement congolais en place de jouer son rôle, c'est-à-dire d'être partout, hein, de faire quelque chose vraiment pour que cette armée soit vraiment encadrée, contrôlée et d'établir, c'est-à-dire une confiance entre cette armée et l'État congolais et aussi le peuple congolais afin qu'on puisse trouver la paix au Congo. Alors que l'État congolais joue son rôle. Mais quand l'État ne parvient pas à le faire, alors nous, en tant qu'analystes, nous pouvons carrément appeler à la refondation de l'État congolais. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait changement d'esprit quand même dans le chef des dirigeants du Congo. C'est-à-dire, s'ils se sentent qu'ils ne sont pas en mesure de jouer le rôle dont le peuple congolais attend d'eux, il faut démissionner, laisser la place aux autres. C'est vraiment une solution facile. C'est-à-dire, la conclusion, c'est quoi? Que les dirigeants du Congo, ceux qui sont aux affaires du gouvernement pour le moment, donc se mettent en tête qu'il faut qu'ils changent d'esprit, il faut qu'ils changent leur façon de diriger le Congo et leur façon d'encadrer l'armée. Donc, changement sur le plan spirituel. Et s'ils voient qu'ils ne peuvent pas le faire, il faut maintenant qu'il y ait changement sur le plan physique, c'est-à-dire qu'ils dégagent, qu'ils laissent la place à ceux qui peuvent jouer ce rôle convenablement. Au lieu de se maintenir en place, donc de boucher seulement les sièges là-bas pour ne rien faire. Et en fin de compte, c'est le peuple congolais qui en pâtit. Ça, nous ne voulons pas. Et il faut aussi savoir éduquer le peuple congolais. C'est aussi une autre chose, c'est-à-dire l'éducation ne peut pas se faire en désordre. C'est-à-dire qu'il faut véhiculer la véritable information. Je sais qu'il y a des choses qui sont ce qu'on appelle secrets d'État, qu'on ne peut pas donc étaler sur la place publique, au vu aussi de tout le monde. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir expliquer dans un langage courtois, un langage simple, au commun des mortels au Congo, pour qu'ils puissent savoir où en est et où est en train de partir. Donc, où est en train de cheminer le gouvernement avec les affaires du Congo, principalement la crise qui est dans l'est de la République. Et de ce côté, je pense que c'est le rôle du gouvernement congolais. Donc, véhiculer l'information qu'il faut et savoir aussi éduquer les masses. Et ici, je peux aussi conseiller à mes compatriotes, frères et sœurs congolais, que nous avons aussi une part de responsabilité. En tant qu'intellectuels, si nous savons lire et écrire, nous devons avoir la culture des recherches, de la lecture, la culture de faire des analyses en ce qui concerne la situation qui est dans notre pays. Je dis ceci pourquoi? Parce que le sage indien Mahatma Gandhi avait dit que un homme conscient, c'est-à-dire un homme éveillé, représente une grande menace pour même des armées fortes qui viennent de puissances étrangères. C'est-à-dire quand un homme connaît la vérité, il représente déjà un danger, une résistance contre les forces qui sont là pour envahir le pays. Alors que même si quand on est même une masse, je vais dire, d'hommes au pays, une masse qui n'est pas informée, qui est ignorante des affaires courantes, vous voyez que cela n'effraie pas l'étranger, cela n'effraie pas l'ennemi.
Pourquoi vous verrez que on vous lancera des informations mensongères chaque fois. Il y a ceci, il y a cela. Et un peuple qui ne s'informe pas, un peuple qui ne fait pas de recherches, et surtout la classe élite, la classe des intellectuels congolais, c'est à eux de faire ces recherches-là pour véhiculer les informations, afin que le peuple soit informé, pour épauler le gouvernement là où il ne fait pas son rôle convenablement. C'est-à-dire que nous devons chercher à nous informer pour vraiment sécuriser aussi notre pays, car c'est notre devoir aussi de le faire. Et ça, c'était du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Maintenant, regardons en face de nous, c'est-à-dire les ennemis qui attaquent la République démocratique du Congo et toutes les institutions qui s'y mêlent, c'est-à-dire qui se mettent autour d'une table avec des intentions, des paroles pour la recherche de la paix. Et la question est celle-ci. Sont-ils en train de nous amener sur le bon chemin, le chemin de la paix, ou bien ces gens-là ne font que faire tourner le peuple congolais en rond pour passer le temps afin de le dépouiller, comme c'est leur habitude? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Maintenant, en observant, moi, j'ai vu que ce qui se passe au Congo est tellement grave, en ce sens qu'il faut qu'il y ait des préalables qui, une fois mis en place, nous convaincront, nous, peuple congolais, et les observateurs en dehors du Congo, c'est-à-dire les gens, les hommes de bonne volonté, que véritablement, cette fois-ci, il y a la bonne volonté et il y aura un retour de paix durable au Congo démocratique. Et jusqu'à présent, si vous regardez, ces préalables-là ne sont jamais mis en place. Et ça, c'est mon constat. C'est pour cela que j'ai voulu faire une sorte de parallèle. C'est-à-dire un pays africain, le Congo démocratique, est attaqué par des ennemis que tout le monde connaît. Parce qu'on parle toujours du Rwanda et de l'Ouganda. Et on voit les puissances étrangères, les grandes puissances qui sont censées ramener l'ordre au monde, qui se tiennent là-bas calmes et qui ne font absolument rien. J'ai dit qu'il faut dresser une sorte de parallèle. J'ai comparé ce qui s'est fait au Congo à ce qui est au Mali. Remarquez qu'il y a eu des mouvements, des troupes armées qu'on a appelées forces négatives, de la même manière qu'on les surnomme au Congo. Ils ont coupé le Mali. Bon, ces forces-là, elles ont coupé le Mali en deux. Après quelques mois, vous avez vu, il y a eu des réunions à l'ONU et la France a vite fait d'entrer sur la scène au Mali pour chasser ces forces négatives là-bas. On peut se poser la question. Pourquoi les puissances étrangères ne le font pas au Congo démocratique? J'ai aussi le temps de méditer là-dessus. Et j'ai trouvé une réponse selon ma façon de voir les choses. Alors je me suis dit que ceux qui ont attaqué le Mali, c'est ceux qu'on surnomme, c'est-à-dire les islamistes. Comme les islamistes, dans le jeu international, le jeu politique international, c'est-à-dire du moment, sont les ennemis des Occidentaux. Vous avez vu que les Occidentaux ont vite fait de descendre sur terrain pour chasser ces forces-là qui sont toujours en contradiction avec l'idéologie occidentale. Alors vous verrez qu'au Congo, ceux qui sont à la base de cette guerre, ce sont les Occidentaux. Alors c'est pour cela que vous verrez qu'ils ne font rien. Alors,
s'il faut encore revenir sur le problème du Mali, vous verrez que l'armée française n'est pas intervenue au Mali parce que la France aime les Maliens, comme le pensent certains Africains naïfs. Non, la France n'est pas allée au Mali chasser les forces dites négatives parce qu'elle aime les Maliens. Non, la France est allée sauvegarder ses intérêts. Ça, c'est un. Et de deux, la France avait un rôle, donc une responsabilité dans la déstabilisation du Mali. Comment? C'est sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy que tout a commencé. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy est allé intervenir en Libye pour chasser et tuer Kadhafi, qui fut le président de la Libye en ce temps-là, tout en avançant des arguments que Kadhafi n'est pas démocrate, ceci, cela et tout ça. Ils ont déstabilisé le gouvernement de Kadhafi, ils ont attaqué avec des armes lourdes et c'était la fin de la Libye de Kadhafi. Et la réalité du terrain nous montre que la Libye, c'était un pays, si pas politiquement correct, hein, politiquement stable, mais il était économiquement stable. Et vous verrez que la Libye donnait du boulot, du travail à beaucoup de gens. D'abord, autour de la Libye, et le cercle pouvait aussi s'élargir. Même les gens de l'Europe venaient travailler en Libye. Et c'est ce qui fait qu'il y avait une sorte de stabilité. Puisque beaucoup de choses qui se font en Afrique, remarquez, c'est dû à la pauvreté. Hein? C'est dû à des économies tronquées, à des économies déstabilisées pour la plupart par les États en place et ensuite par les pays occidentaux. Donc, Kadhafi avait organisé son pays d'une bonne manière. L'économie était forte et il donnait du boulot à plusieurs personnes. Et les gens vivaient et allaient au lit avec un esprit que j'ai mon boulot quelque part, je vais me réveiller, je vais travailler, j'aurai de quoi mettre sous ma dent. Mais avec le départ de Kadhafi, la Libye a été vraiment divisée, désorganisée. Et comme c'est la France, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui était responsable de cette hécatombe, alors vous comprendrez pourquoi Nicolas Sarkozy parti, François Hollande est venu. Alors la France a senti que c'est elle qui fut la cause de tous ces désordres. C'est-à-dire, après avoir chassé Kadhafi du pouvoir, il y a des gens qui sont restés au chômage, il y a des forces, des gens qui étaient armés, qui n'étaient pas seulement des milices, qui gardaient les usines, les installations pétrolières là-bas, qui étaient armés, bien formés pour sécuriser l'économie de la Libye. Tous ces gens sont restés au chômage. Alors, ils sont partis en débandade et ils se sont disséminés dans le Sahel. Et en retournant là, comme il y avait des conflits antérieurs au Mali, alors une partie des gens qu'on appelle Touaregs sont rentrés avec des armes à la main. Hein, vous savez, même bon, le Mali, c'est aussi un pays pauvre. Alors, ces gens-là n'avaient pas du boulot au Mali et Kadhafi leur donnant du boulot, cela mettait donc le Mali à côté. Ça créait un semblant de paix au Mali. Et maintenant que là où ils étaient partis, c'est-à-dire chez Kadhafi, la Libye, qui était leur source de bonheur, leur source de survie. Alors quand tout cela a été mis en désordre par la France, alors ils étaient retournés et la guerre a repris au Mali. Et la France, comme je l'ai mentionné, se sentant responsable de cette crise par l'action de Nicolas Sarkozy qui a envahi la Libye en tuant Kadhafi. Alors, la France est vite venue à la rescousse. Non pas parce qu'elle aime les Maliens,
parce qu'elle veut voir les Maliens en paix, donc se développer et devenir, donc le Mali devenir une nation stable et forte. Non. La France est venue, je veux dire, d'abord, pour jouer le rôle de responsabilité. C'est à cause de toi, France, que tout cela est arrivé au Mali. Elle est venue pour effacer, donc, la charge, donc la faute commise par Nicolas Sarkozy, et ensuite sauvegarder ses intérêts miniers. Hein? Parce que ce n'est pas un secret, la France exploite de l'or au Mali. Et quand vous regardez dans la région là-bas du Sahel, la France exploite l'uranium au Niger. Il y a un site là-bas qu'on appelle le site d'Arlit. Et la venue de la France est encore justifiée. Vous savez, parce que la France craignait que si les islamistes là qui avaient coupé le Mali en deux pouvaient conquérir d'autres pays limitrophes, c'est-à-dire avoir accès, traverser les frontières des autres pays là-bas du Sahel, ils mettraient la main sur l'uranium. Et la France, ou bien l'Occident en général, serait vraiment dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit perpétuel entre l'Occident et les islamistes. Vous comprendrez pourquoi la France est intervenue. Et si on nous dit non, ce n'est pas pour cela que la France est intervenue au Mali, non, c'est pour des raisons démocratiques, des raisons de stabilité nationale et de stabilité internationale. Moi, je peux dire non. Je peux poser à la France deux questions. Pourquoi la France n'est pas intervenue en Égypte, chez Moubarak, par exemple, pour montrer que c'est un pays donneur de leçons, un pays qui veut restaurer la démocratie, la stabilité et le bonheur, créer le bonheur des peuples africains. Il fallait que la France aille d'abord intervenir en Égypte et aussi en Tunisie. On peut se poser la question, pourquoi laisser la Tunisie et l'Égypte, qui tous deux étaient dirigés par des dictateurs, mais on saute directement pour aller déstabiliser le gouvernement de Kadhafi, chasser Kadhafi, tout en brandissant l'étiquette de dictature. La question est simple. En Tunisie, Ben Ali fut un dictateur, mais un dictateur qui faisait gagner à la France. La preuve en est que il y a même une femme là qui était ministre française des Affaires étrangères, une certaine Michèle Alliot-Marie, pendant que le printemps arabe venait de commencer en Tunisie. Cette femme-là, c'est-à-dire Michèle Alliot-Marie, avait proposé au gouvernement tunisien dictatorial les bons services de la France. C'est-à-dire, cette femme est allée en Tunisie demander si la Tunisie pouvait accepter que la France lui vienne en aide, c'est-à-dire en renforçant donc les effectifs et en donnant donc des moyens à l'armée tunisienne et à la police tunisienne, donc pour mater la révolution. Alors vous comprenez automatiquement que Ben Ali, c'était l'homme de la France. En Égypte, c'est clair. Hosni Moubarak était là, comme un pion, des Occidentaux toujours. C'est-à-dire qu'il était comme un gardien, une sentinelle, qui était là pour sécuriser Israël. Qui en réalité, on peut nous chanter beaucoup d'histoires spirituelles autour d'Israël. Oh, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais quand vous regardez convenablement, Israël, c'est un État, donc, placé là-bas, créé par l'Occident pour mieux contrôler le monde arabe. C'est pour cela que vous verrez qu'il faut toujours chercher des alliés, sans amadouer certains pouvoirs là-bas islamistes
pour qu'il soit toujours en bon terme avec Israël, afin de ne pas le déranger, parce que déranger Israël, c'est déranger les intérêts des Occidentaux, et notamment des États-Unis d'Amérique, qui considèrent Israël comme son poste de contrôle de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, vous comprendrez, avec cette analyse, nous comprendrons ensemble pourquoi on n'a pas attaqué le dictateur d'Égypte, Hosni Moubarak, pourquoi on n'a pas attaqué le dictateur de la Tunisie, Ben Ali, mais on est directement allé attaquer Kadhafi, qu'on a qualifié de dictateur de la Libye. Pourquoi? Parce que Kadhafi, lui, était clair. Lui, il ne cachait pas ses sentiments. Il disait la vérité aux Occidentaux. Il était contre la politique d'exploitation de l'Occident envers les États africains. Et Kadhafi était là pour réveiller la conscience de beaucoup de pays africains. Il a aidé beaucoup de pays africains en stratégie, en argent même. Il voulait accomplir beaucoup de choses pour le continent africain. Alors vous comprenez pourquoi il représentait, c'est-à-dire une menace. Bon, je veux dire une menace pour le monde occidental. C'est pour cela qu'il fallait l'effacer rapidement et laisser les autres. Donc, si le peuple égyptien et tunisien n'était pas forts, donc Hosni Moubarak et Ben Ali allaient se retrouver toujours au pouvoir. Et c'est malgré. Donc, toutes les stratégies des Occidentaux, c'est malgré tout ça, mais ils sont partis. Alors vous comprendrez que le peuple a le pouvoir. Et que cela soit vraiment un modèle pour le peuple congolais. De la même manière que les forces occidentales ont échoué de contenir la poussée du peuple tunisien et du peuple égyptien, ils peuvent aussi échouer au Congo si le peuple se tient la main dans la main et décide de changer la donne. Le comble au Congo, c'est que la destinée du peuple congolais est jouée, c'est-à-dire comme dans un jeu de poker là-bas, par des groupes politiques au Congo, dans les pays limitrophes et sur le plan même international. Accompagné aussi des grandes institutions là-bas financières. Et le peuple congolais, jusque-là, est toujours absent du jeu. Alors, vous comprendrez que si le peuple congolais se réveille, le peuple congolais se décide à jouer le jeu, c'est-à-dire c'est notre terre, c'est notre sol, c'est notre pays. Ceux qui meurent là-bas dans l'est du Congo, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, nous devons nous réveiller, avoir un mot à dire, car c'est notre terre. On ne peut pas laisser la terre comme ça. On ne peut pas laisser le dernier mot à des pays étrangers, à des peuples étrangers, à des États étrangers. Alors vous comprendrez que c'est ce qui fait que le Congo ne fait que tourner en rond. Parce que le peuple congolais jusque-là est dans un état, je peux dire, de sommeil. Et cela ne crée pas la peur, cela n'inquiète pas les agresseurs du Congo, qu'ils soient les États voisins, le peuple voisin, les institutions financières internationales, ça ne les inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le peuple congolais, on peut l'amadouer facilement. Et c'est pour cela que je peux lancer ce conseil au peuple congolais, duquel je fais partie aussi, que nous devons essayer de changer un peu notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender, de considérer la crise qui est au Congo. Partout où nous sommes, nous devons chercher d'abord à nous informer, à connaître qui est vraiment à la base de tout ça et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la donne. L'expérience sur terrain nous a montré clairement qu'à force de laisser le dossier dans les mains d'un groupe de politiciens, d'un groupe des institutions là-bas, vous voyez,
ils ne font que jouer leur jeu. C'est-à-dire le jeu des intérêts économiques. Là où ils sentent qu'ils vont perdre, ils interviennent rapidement pour créer des désordres afin de gagner. Et ils s'en fichent catégoriquement du peuple congolais. Alors vous comprendrez que c'est le jour où, c'est seulement le jour où le peuple congolais ouvrira les yeux, prendra conscience que le désordre qui est sur terrain au Congo ne finira que quand le peuple congolais se lèvera et s'impliquera totalement dans ce qui se fait au Congo, qu'il y aura vrai changement. Ça sera le début du vrai changement. Ça sera le début des vrais accords qu'on va signer, non pas par des groupes de politicailleurs là-bas dans un coin, dans un pays étranger ou bien n'importe où. Mais ça sera le jour où le peuple congolais va s'impliquer. C'est-à-dire on signera des accords en présence du peuple congolais. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. En dehors de ça, moi personnellement, je pense que la solution pour la paix véritable au Congo n'est pas pour aujourd'hui. Parce que quand vous analysez les choses, vous verrez que les agresseurs du Congo sont à l'aise. Ils ne sont jamais inquiétés. Et même dans le fameux rapport que j'ai ici, j'ai un peu revoir là. J'ai vu quelque part là. Donc, dans le fameux accord, pour ceux qui auront la chance de le lire, vous verrez que on exige trop de choses au Congo démocratique. C'est-à-dire, Congo démocratique, tu dois faire ceci, tu dois changer cela, tu dois changer ceci, tout ça. Mais on ne dit pas beaucoup de choses aux agresseurs du Congo, qu'on connaît très bien. Que sur terrain, physiquement parlant, les agresseurs les plus proches que nous connaissons tous, c'est le Rwanda et l'Ouganda. On ne leur dit pas beaucoup de choses. C'est comme si c'est nous les Congolais qui sommes fautifs. C'est nous les Congolais qui sommes à la base de la déstabilisation politico-culturelle, économico, je ne sais quoi de notre pays. Alors vous comprenez que ces gens-là jouent un jeu. Ils nous renvoient la balle indirectement. Donc nous devons être sages. C'est comme s'ils nous disaient silencieusement là-bas, d'une manière tacite, comme on le dit en politique, que c'est le jour au peuple congolais, le jour où tu vas te réveiller, qu'il y aura changement. C'est vrai, mettez la main sur cet accord d'Addis Abeba. Vous verrez qu'on exige trop de choses au gouvernement congolais, à la République démocratique du Congo, qu'on le fasse au Rwanda et au Burundi, qui sont les agresseurs directs du Congo. On ne les mentionne même pas. Alors, vous comprendrez que, peuple congolais, nous avons vraiment quelque chose à faire. Et toujours dans mes analyses, je me suis posé des questions et je suis parvenu à trouver une conclusion. Donc, selon moi, il y aura paix véritable au Congo. Car il ne faut pas être pessimiste. Quand je dis que tout ce qu'ils sont en train de faire n'apportera pas de paix au Congo aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je suis pessimiste, non. Je suis réaliste tout simplement. Il ne faut pas nous flatter, il faut être réaliste. C'est-à-dire regarder avec un œil grand et sincère ce qui se fait au Congo. Et de mon côté, j'ai été tellement choqué de voir que dans les accords qu'ils ont signés à Addis Abeba, on n'a pas touché les points cruciaux qu'il fallait toucher. Il y a d'autres institutions, d'autres États, c'est-à-dire d'autres acteurs qu'il fallait toucher, qu'il fallait impliquer dans la recherche de cette paix très recherchée au Congo. Mais cela n'a pas été fait.
Et je pense que c'est pour cela que j'ai dit au début qu'on ne peut pas désinfecter la rivière congolaise qui est empoisonnée quand on fait semblant d'aller en aval avec les seaux d'eau là-bas, des désinfectants là-bas pour faire croire aux Congolais que l'eau sera propre, vous serez bien dissipé. Non. Il faut aller en amont, c'est-à-dire remonter vers la source. Et pour moi, la source, c'est quoi? C'est tout un tas de choses qu'il faut mettre sur la table là-bas, c'est-à-dire des questions qu'il faut se poser. Et je me suis posé quelques questions. Et parmi ces questions, je me suis dit, est-ce que les ambitions géostratégiques des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique centrale sont-elles satisfaites? Puisque si vous observez très bien, cette guerre, c'est une guerre géostratégique. C'est-à-dire l'Amérique est en train d'asseoir son autorité en Afrique centrale, tout en bousculant la Belgique et la France. L'Amérique a-t-elle déjà accompli sa mission? L'Amérique est-elle satisfaite de sa place retrouvée en Afrique centrale? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et vous verrez que l'Amérique n'a pas encore fini son travail en Afrique centrale. Il y a toujours des tiraillements. La bonne chose avec les Occidentaux, c'est quoi? Même quand ils se tiraillent là-bas, entre eux, ils font tout pour cacher ça aux yeux du commun des mortels, c'est-à-dire des autres peuples. Hein? Vous verrez très bien que je l'ai même expliqué dans une des émissions passées là-bas. Cette crise, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. L'affaiblissement de l'URSS a réveillé ou bien a élargi les pouvoirs des États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique maintenant entendait implanter des bases sur beaucoup de points dans le monde pour confirmer sa puissance, sa force suprême dans le monde. Et en Afrique centrale, il fallait donc s'accaparer du Congo. Et ce n'était pas facile de le faire. Il fallait brouiller les cartes, changer les cartes là-bas, bousculer les choses. Il fallait bousculer la France, bousculer la Belgique. Et c'est même le noyau, le nœud de cette guerre que nous sommes en train de voir. Les Africains ne sont que des victimes. C'est-à-dire une guerre par procuration. C'est-à-dire au lieu que les grandes puissances qui sont à la base de cette guerre s'affrontent directement comme ça, elles ne le font pas. Les puissances se battent par procuration. C'est-à-dire en employant des marionnettes qu'il faut mettre là pour exécuter ce qu'elles-mêmes, donc ces puissances-là, pouvaient exécuter. Et comme j'ai dit, la bonne chose avec les Occidentaux, c'est que quand il y a collision de têtes entre eux, c'est-à-dire les Occidentaux, et qu'ils voient que les intérêts ils sont là, et qu'ils peuvent se les partager, ils se calment. Ils commencent à piller ensemble. C'est pour cela que vous verrez, si vous regardez, dans les années antérieures, il y avait conflit ouvert entre la France et les États-Unis. Donc, à propos du Rwanda, qui n'était qu'un couloir qu'il fallait ouvrir pour entrer au Congo. C'est là où se trouve le trône du pouvoir pour l'Afrique centrale, car le Congo, c'est un pays riche. Il n'y a pas de pouvoir sans richesse. La France et les États-Unis s'étaient brouillés dans le passé. Mais quand vous voyez maintenant aujourd'hui, c'est comme s'il y a un semblant de paix, une sorte de paix entre ces deux pays-là. Pourquoi? Parce que tous les deux pays sont parvenus à un accord tacite. C'est-à-dire, ils se sont dit, mais pourquoi nous battre? Nous sommes les mêmes. Le pays est là, le Congo est là, les richesses sont là à nos pieds. Tu me laisses prendre ma part, toi aussi tu prends ta part. C'est pour cela que vous remarquez très bien, n'y a-t-il pas de Français au Congo? Regardez en Ituri, tout ça. Il y avait des missions françaises qui étaient venues. Ces Français-là sont-ils encore rentrés en France ou bien sont-ils encore là-bas, dans la province orientale? Je vous pose la question. Ils sont là en train de se servir
Et les Américains sont là en train de se servir par procuration en utilisant le Rwanda et l'Ouganda. Et ils sont bien. C'est pour cela que j'ai posé la question. Est-ce que les ambitions géostratégiques des Américains sont-elles satisfaites? Si elles le sont, alors le Congo sera en paix. Si ces ambitions-là ne sont pas satisfaites, c'est-à-dire on aura encore des troubles. Et la deuxième question que j'ai posée, on fait signer aux Congolais et aux autres Africains des accords, soi-disant que cela va apporter la paix. Mais il y a une autre question. Le Congo connaît un embargo. C'est-à-dire la République démocratique du Congo n'a pas le droit de s'acheter des armes pour sécuriser son territoire, former son armée et tout fermer. Quand vous lisez l'accord d'Addis Abeba, on mentionne ça. Est-ce que, n'est-ce pas une folie, mes frères et sœurs? Comment est-ce que l'État congolais, même s'il a la volonté quand même, de restructurer son armée, de rétablir l'ordre sur le territoire congolais et de sécuriser les frontières du Congo, comment l'État congolais parviendra-t-il à accomplir cette mission s'il y a un embargo sur la tête du Congo? Vous voyez que on fait signer aux Congolais des histoires là-bas sans valeur, qui ne sont pas logiques vraiment. C'est pour cela, moi, je peux recommander au gouvernement congolais de dire à l'ONU, c'est-à-dire de briser cet embargo là-bas, de cesser cet embargo. Sinon, tout ça, c'est de la farce. Il y a encore une question que je me suis posée. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et le Canada, qui sont les plus grands pourvoyeurs en armes, c'est-à-dire à l'Ouganda et au Rwanda, ces trois pays là-bas, USA, Grande-Bretagne et Canada, ont-ils cessé de surarmer le Rwanda et l'Ouganda pour accomplir leurs desseins anglophones en Afrique centrale? C'est aussi la question qu'il faut poser à ces pays là-bas. C'est aussi un dossier qu'il ne faut pas négliger. On empêche au Congo de se pourvoir en armes, mais on surarme le Rwanda et l'Ouganda et on va faire signer aux Congolais des accords soi-disant que ça va amener la paix au Congo. Vous croyez que cela va marcher? N'est-ce pas se duper des Congolais? Ça, c'est considérer les Congolais comme des gens qui ne pensent pas. Et quand on a un gouvernement en place qui ne tient pas compte de tous ces faits, je ne sais pas là où on va. Je ne sais pas vraiment là où le Congo est en train d'être mené. Et il y a aussi la question qu'il faut se poser, est-ce que les appétits des conglomérats, c'est-à-dire des grandes entreprises multinationales qui sont au Congo et qui sont même à la base de l'Holocauste au Congo, donc les appétits de ces conglomérats là-bas, sont-ils assouvis? Vous êtes sûr que ces grandes sociétés là-bas multinationales qui sont occupées au jour le jour à exploiter les richesses du Congo pour fortifier leur stature, leur économie, pour agrandir leur puissance dans le monde, ces sociétés là-bas, sont-elles rassasiées et prêtes à plier bagages pour dire « Ok, nous sommes rassasiés, on ne va plus déranger les Congolais, les richesses, vous restez maintenant là-bas, vous pouvez les gérer vous-même, tout ça ». C'est aussi la question qu'il faut se poser. On ne parle pas de ça. On ne mentionne pas ces sociétés là-bas, directement ou même indirectement dans les accords là-bas.
Donc on nous fait croire que c'est une affaire entre Africains eux-mêmes. Et on voit les Africains là-bas en train de signer. Le représentant même de l'Union africaine, là-bas, la femme, là, la sud-africaine, a signé. Il y a des pays africains là-bas, les pays limitrophes du Congo démocratique qui ont signé. Alors, moi, je ne sais pas comment les Africains font leur politique. Comment les dirigeants africains raisonnent. Je me posais la question aussi, je voulais savoir, l'Afrique du Sud a signé, mais l'Afrique du Sud n'est pas un pays limitrophe du Congo démocratique. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est parce que l'Afrique du Sud est un pays puissant, hein, c'est-à-dire c'est une puissance qui est prête à envoyer des forces donc, au Congo démocratique dans le cadre là-bas du maintien de la paix et pour la sécurisation de la frontière. C'est pour cela qu'on a intéressé l'Afrique du Sud. Mais si nous voulons voir la logique des choses, observer la logique des choses convenablement, l'Afrique du Sud n'est pas un pays limitrophe du Congo. Et si on a accordé à l'Afrique du Sud le soin d'aller signer, pourquoi ne pas appeler aussi le Zimbabwe? Puisque dans ce conflit, le Zimbabwe y est aussi. Et jusqu'à preuve du contraire, le Zimbabwe a toujours des intérêts au Congo. Le Zimbabwe est aussi inclus. Il fallait que le Zimbabwe vienne signer. Alors vous comprenez que c'est parce qu'à la tête du Zimbabwe, il y a un président têtu qui peut leur dire des vérités. Moi, je ne signe pas ça parce qu'il y a ceci qui n'est pas complet, il y a ceci qui n'est pas respecté. Faites d'abord ceci, si vous accomplissez ceci, moi, Mugabe, je peux signer. Je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'on a écarté le Zimbabwe. Puisque dans ce conflit, chers frères congolais, remarquez que le Zimbabwe était là et il est toujours là. L'Angola, le Rwanda et le Burundi. Alors vous comprenez que ce ne sont que des stratégies là-bas pour demeurer au Congo, pour endormir les Congolais avec l'aide des autres Africains là-bas. Alors vous comprendrez, il y a aussi une question que je me suis posée. Pas une question, mais ça c'est vraiment un constat. Et après avoir analysé toutes ces choses, je ne sais pas si les Congolais voient ce que moi je suis en train de voir. Le Congo démocratique est combattu, non pas par le Rwanda et l'Ouganda, même si on peut les voir directement sur le terrain là-bas avec leurs éléments, des milices qu'ils fomentent là-bas, qu'ils créent pour déstabiliser le Congo. Non. Le Congo démocratique est combattu non pas par le Rwanda et l'Ouganda, mais le Congo démocratique est combattu par les puissances occidentales. Comprenez pourquoi la guerre a duré. Allez au Rwanda, faites des enquêtes, lisez les journaux, contactez même des institutions là-bas neutres. Ceux qui n'aiment pas cette crise implantée de force au Congo, ils vous diront, le Pentagone est au Rwanda. Le Pentagone américain, la force la plus redoutable de la planète Terre, hein, donc les stratèges là-bas du Pentagone, sous l'égide de l'Africom, sont au Rwanda. C'est-à-dire avec tous les arsenals qu'il faut de contrôle par satellite de ce qui se fait au Congo. Hein, c'est-à-dire ils ont implanté leur matériel au Rwanda pour contrôler le Congo afin de le déstabiliser convenablement. Alors, ce n'est que quand le peuple congolais comprendra que nous sommes combattus par la CIA et le Pentagone et qu'il faut vraiment que le peuple s'implique. Il faut que le peuple se lève. Le peuple cherche aussi à dire un mot. Que le peuple congolais soit impliqué dans toutes les signatures. Ce n'est que quand cela va avoir lieu qu'on va dire vraiment c'est le début du salut pour le Congo démocratique.
On a encore un long chemin à marcher, mes frères et sœurs congolais. C'est le peu que j'ai récolté par-ci par-là en vrac et que j'ai voulu partager avec vous. Et comme d'habitude, nous sommes là. Chacun doit jouer son rôle. Je sais que tout le monde n'ira pas au front avec une arme à la main, mais chacun là où il est, avec les moyens qu'il a, peut donner des idées et offrir un service pour sauver la nation. Que ce soit un service physique, qui demande la force physique, je veux dire, un service intellectuel, spirituel là-bas, imagination, tout ça. C'est ça même le pays. En conclusion, de mon côté, je suis vraiment dans un profond regret. Donc j'ai le profond regret de dire que l'accord d'Addis Abeba est loin de résoudre la crise congolaise, à moins que les éléments que je viens de citer soient pris en compte. C'est-à-dire que les puissances étrangères qui sont en train de tirer les ficelles dans le noir s'impliquent dans cette crise. C'est-à-dire quoi? Le jour où moi, c'est le jour où je verrai les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Angleterre d'abord, s'asseoir avec la Belgique, la France, clairement, au suivi de tout le monde, signer des accords. C'est eux qui doivent signer des accords dans lesquels ils vont jurer de laisser les Congolais en paix. Et c'est en ce moment-là que moi, je vais accepter que, véritablement, c'est le début de la paix au Congo. En dehors de cela, désolé, rien ne va changer. Chers frères congolais, ne jamais trahir le Congo. Réveillons-nous d'abord de notre sommeil et beaucoup de choses vont changer.